La philosophie occidentale descend des philosophes grecs. Ça, tout le monde le sait. Platon, Aristote, Pythagore, Épicure, Thalès, Anaxagore, Antisthène, Euclide. Parmi eux, l'un se démarque. Socrate, maître de Platon, lui-même maître ensuite d'Aristote et de bien autres. Lui qui n'a jamais écrit une seule ligne, qui n'a jamais dirigé d'armée, jamais gouverné d'hommes, et pourtant il est devenu l'un des hommes les plus importants de l'histoire de la pensée humaine, un être simple, qui marchait pieds nus dans les rues de la belle Athènes. La plupart des gens voyaient en Socrate le penseur qui a donné naissance à la philosophie occidentale. Mais dans les méandres de l'Empire allemand du XIXe siècle, un homme contredit ces dires, le célèbre Friedrich Nietzsche. Nietzsche le qualifiait d'anti-grec et de symptôme de déclin, un critique ayant déconstruit la culture grecque. Que voulait-il dire par là? Socrate est largement considéré comme l'un des pères de la civilisation européenne et occidentale par extension. Sa philosophie reposait sur l'idée préconçue que la quête de l'eudémonia, le bonheur ou le bien-être inhérent, motive toute action exprimée dans la vie d'un être humain, et par extension que la vertu ou encore le savoir sont liés à cet état de félicité ultime. Socrate accordait à la raison une place souveraine dans la conduite de l'existence humaine. Pour lui, une vie bonne ne pouvait être fondée ni sur les passions ni sur les croyances héritées, ni sur les impulsions obscures qui gouvernent spontanément les hommes. L'être humain devait apprendre à examiner ses désirs, à comprendre leurs causes et à soumettre ses actions au jugement de l'intellect. Ainsi, la vertu n'était pas une affaire de tradition ou de foi, mais de connaissance. C'est dans cette perspective qu'il affirmait « Nul ne fait le mal volontairement ». Selon lui, si l'homme agit injustement, c'est parce qu'il ignore véritablement ce qui est bon. L'erreur morale est donc avant tout une erreur de compréhension. Cette confiance radicale dans la raison conduisit Socrate à adopter une attitude profondément critique envers la société athénienne. Il remit en question les croyances religieuses traditionnelles et l'autorité du panthéon grec, non par simple irrévérence, mais parce qu'il refusait d'accepter des vérités non examinées. Dans les places publiques d'Athènes, il interrogeait sans relâche ses concitoyens, politiciens, poètes, artisans ou sophistes, afin de révéler les contradictions de leurs discours et l'illusion de leur savoir. Cette méthode dialectique avait pour but de pousser chacun à reconnaître sa propre ignorance. Socrate lui-même résumait cette attitude par une formule devenue célèbre. Sa seule supériorité résidait dans le fait simple qu'il ne savait rien. Cependant, cette exaltation de la rationalité n'a pas été unanimement admirée. Là où beaucoup voient dans le procès la condamnation de Socrate une injustice tragique, Nietzsche adopte une position beaucoup plus provocatrice. Comme à ses habitudes, dans La naissance de la tragédie, il rejoint partiellement les accusations portées contre le philosophe athénien. Selon lui, Socrate fut effectivement un corrupteur, non en sens moral ou politique immédiat, mais parce qu'il aurait contribué à détruire l'esprit même de la civilisation grecque. Nietzsche considérait Socrate et Platon comme les symptômes d'un déclin culturel profond. À ses yeux, la Grèce classique tirait sa grandeur dans le fait de l'équilibre entre les forces apolliniennes, ordre, mesure, clarté, et les forces dionysiaques, ivresse, tragédie, instinct, puissance. Or, avec Socrate, cet équilibre avait été brisé, au profit d'un intellectualisme excessif. La raison devient alors l'outil suprême du jugement, reléguant le mythe, l'art tragique et les instincts au rang d'illusion ou de faiblesse. Nietzsche écrit ainsi « J'ai reconnu Socrate et Platon comme les symptômes du déclin, comme des instruments de la désintégration de la Grèce. » Selon cette lecture, le rationalisme socratique ne pouvait pas inspirer un peuple à accomplir de grandes œuvres héroïques. Il disséquait, analysait et déconstruisait, mais ne créait plus d'élan vital. Là où le mythe donnait une signification collective à l'existence et permettait aux hommes de supporter la souffrance, la raison critique dissolvait les croyances communes sans offrir d'équivalent spirituel capable de les remplacer. Pour Nietzsche, cette obsession de la vérité et de la logique révélait moins une force qu'une fatigue civilisationnelle, que certains voient d'ailleurs en reflet dans notre société actuelle. Il alla aussi jusqu'à qualifier cette domination de la raison de maladie, affirmant que devoir combattre les instincts constituait le signe même de la dégénérescence. Pourtant, Nietzsche ne fait pas de Socrate le seul responsable de la chute grecque. Il voit plutôt en lui un remède désespéré, apporté à une culture déjà mourante. Athènes, selon lui, était entrée dans une phase de décadence où les anciens instincts créateurs perdaient leur puissance.
Dans ce contexte, le fanatisme de la raison représentait une tentative de survie. Les Grecs n'avaient plus la vitalité tragique des siècles précédents. Ils devaient soit périr, soit s'abandonner à une rationalité extrême pour maintenir un ordre fragile. Socrate apparaît alors comme le médecin d'une civilisation malade, prolongeant son existence mais au prix de son âme. Cette interprétation a d'ailleurs influencé d'autres penseurs dans l'histoire des civilisations, notamment le célèbre Oswald Spengler, dans son livre Le déclin d'Occident. Spengler décrivit lui aussi le passage de l'époque socratique comme un moment de transvaluation, c'est-à-dire de renversement des valeurs fondamentales d'une culture. Pareil, certains le voient se reproduire dans notre société actuelle. Pour lui, lorsqu'une civilisation entre dans sa phase intellectuelle, les traditions organiques, religieuses et héroïques commencent à s'éroder, au profit de l'analyse critique et du scepticisme, et même dans notre civilisation actuelle du nihilisme. La pensée devient alors plus abstraite, plus technique, mais aussi plus détachée des forces vitales qui avaient autrefois animé la société. Plusieurs auteurs ont vu dans les Lumières européennes une répétition de ce phénomène à grande échelle. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, des penseurs comme René Descartes ou Voltaire, d'ailleurs tous les deux français, placèrent aussi la raison au centre de la vie intellectuelle. L'autorité de la tradition, de la religion et des monarchies fut soumise à une critique systématique. Cette dynamique favorisa l'émergence des sciences modernes, de l'esprit critique et des droits individuels, mais elle contribua également à fragiliser les structures anciennes sur lesquelles reposaient les sociétés européennes. Les révolutions américaines et françaises, et de façon plus globale, les révolutions dites des Lumières, ou les révolutions atlantistes, comme certains historiens en parlent pour la fin du XVIIIe siècle, apparurent alors comme les conséquences politiques de cette transformation intellectuelle. L'historien John Glubb décrivit ce stade sous le nom de « âge de l'intellect ». Selon lui, les grandes civilisations traversent alors une phase où le scepticisme, le débat permanent et la sophistication intellectuelle remplacent progressivement le courage collectif, la discipline et le sens du sacrifice. Une société devient alors brillante sur le plan théorique, mais hésitante dans l'action. Glubb insiste sur l'idée qu'aucune nation ne survit uniquement grâce à l'intelligence ou à la maîtrise technique. Elle dépend aussi de la loyauté, de la cohésion morale et de la capacité de ses membres à se dévouer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pour conclure, dans cette perspective, Socrate symbolise donc un tournant décisif de l'histoire occidentale. Le passage d'un monde dominé par le mythe, l'héroïsme et la tradition, vers un monde centré sur l'analyse, la réflexion et la discussion rationnelle. Ce changement a ouvert la voie à la philosophie, à la science et à l'esprit critique. Mais il a aussi suscité une interrogation durable sur le prix spirituel du triomphe de la raison. C'est pourquoi Nietzsche reprend, sous une forme nouvelle, la question autrefois posée par les juges athéniens, en détruisant les certitudes et les croyances fondatrices de sa cité. Socrate a-t-il libéré les hommes ou a-t-il contribué à dissoudre l'âme même de sa civilisation? Méritait-il la ciguë? Ça, à vous d'en répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous demanderai de mettre un petit commentaire ou un petit like pour le référencement, pour que ça propulse mes vidéos dans l'algorithme. Et tchuss!